Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver. Voici les principaux titres de ce journal. La ville de Yahou a mal à ses routes. Les populations de cette ville, à cheval entre Grand Bassam et Bonois, vivent un calvaire. Le constat en début de journal. Et plus loin de chez nous, le mois de novembre, mois de la commémoration de la paix, fait déjà effet en Éthiopie. Le gouvernement et les rebelles de la région du Tigré se sont accordés sur une cessation des hostilités dans cette région du nord de l'Éthiopie en conflit depuis 2 ans. Voilà pour les titres, vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. L'éducation physique et sportive est inscrite au programme des écoles primaires et préscolaires. Ces cours d'EPS inculquent aux apprenants des valeurs telles que la persévérance, le respect, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline, mais aussi l'équité. Mais aujourd'hui, l'éducation physique et sportive est de moins en moins pratiquée dans les écoles primaires et préscolaires du pays. Elle tend même à disparaître, pour tout vous dire. Dans la commune de Cocody, l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Blocos décide de former le corps enseignant. Ils ont été instruits sur l'importance de l'éducation sportive à l'école. Cette formation s'est déroulée à l'école primaire publique d'Anga. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko. Ces sportifs, assis à même le sol au terrain de l'école primaire publique d'Anga, sont des enseignants de l'école maternelle de la commune de Cocody. Ils miment leurs apprenants en séance d'activité sportive, un rôle qui ne les surprend guère. Je n'ai pas été surprise en tant que telle, parce que je savais que en pratique, on allait représenter nos élèves. Ça nous apporte un plus parce que là, ça nous permet de nous perfectionner. Cette mise en scène de l'éducation sportive se fait sous le regard attentif des enseignants du primaire et des conseillers de l'éducation et de l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Cocody Blocos. Cette formation est la bienvenue parce que nous avons constaté sur le terrain que les enseignants ne faisaient pas la pratique d'EPS. Et donc ça urgeait qu'ils soient certainement formés pour pouvoir voir ça sur le terrain. Cette école est le cadre choisi par l'inspecteur de l'éducation primaire de Cocody Blocos pour instruire ses enseignants sur les épreuves physiques et sportives EPS, une discipline de moins en moins pratiquée dans les écoles primaires et préscolaires. L'objectif est de donner un nouveau souffle à cette discipline dans ces classes de tout petits. L'objet de cette rencontre était simplement de galvaniser les enseignants, les aider un peu plus, répondre à leurs besoins et répondre aussi aux difficultés qu'ils rencontrent quant à la pratique de l'EPS dans leur classe. Le fait de faire ces activités physiques avec les enfants aide les enfants déjà à vivre et les aide aussi à mieux se comporter dans la vie. Une initiative qui réjouit les enseignants, mais aussi l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire. Nous sommes les élèves de la première année et on vient assister à une formation, ça va nous aider beaucoup. On pourra mieux enseigner les enfants dans cette discipline qui est EPS. L'EPS, c'est une épreuve physique et sportive qu'il est très important de pratiquer dans les écoles. Il faudra que les collègues s'attellent à faire cette épreuve pour le bien-être des élèves et eux-mêmes leur bien-être. C'est très important pour le corps de l'enfant et de l'enseignant lui-même. S'il est vrai que le français, n'est-ce pas, est au centre de tous les apprentissages, il y a l'EPS qui fait partie de ces disciplines, n'est-ce pas, qui prépare donc ces apprentissages-là. Et comme la dame le dit si bien, un esprit sain, une âme saine dans un corps sain. L'éducation sportive à l'école permet aux éducateurs de garder la forme, d'être en bonne santé et quant aux apprenants, de croître physiquement et de développer leur intelligence. Nous vous l'annoncions à l'instant, Yahou a mal à ses routes et ses populations paient le lourd tribut de ces routes impraticables. La pluie n'y arrange absolument rien, les intempéries perturbent la mobilité humaine et enfoncent cette ville située dans le sud Como et dans la boue. Yacouba Koulibaly a sillonné certaines rues de cette ville ce mercredi. Son reportage. Mathias Hermel et son frère, tous deux habitants du quartier Koumassi de Yahou, ont du mal à regagner le domicile familial avec leur véhicule. En cause, des flaques d'eau dans des nids de poules. Ils perdent plusieurs heures en chemin. Ils ont pourtant quitté très tôt le district autonome d'Abidjan. Je suis venu d'Abidjan avec mon frère. Nous avons laissé le véhicule au goudron. Nous ne pouvons pas
prendre la voiture pour passer dans les flaques d'eau qui font des profondeurs même de 1 mètre. C'est difficile. Comme Mathias Armel, Ruth Nguessan, de retour de Ganzac-Ville, parcourt une longue distance à pied pour retrouver sa famille. Aucun taxi sur son chemin. Le mauvais état de la route fait fuir les chauffeurs. Je suis obligée de marcher pour arriver dans mon quartier. Et puis nous sommes loin. À cause de l'état de la route, on ne peut pas rentrer avec les véhicules. À 500 mètres de Ruth Nguessan, Norbert Quadio, instituteur à la retraite, raconte le calvaire de ses enfants après les récurrentes pannes de leurs véhicules finalement abandonnés au garage. Toujours à cause de l'état de la route. Mes 2 enfants qui ont 2 voitures, mais les flaques d'eau ont fait qu'aujourd'hui les 2 voitures sont à plat, sont au garage. La circulation est impossible. Cette distance au goudron, c'est-à-dire Assemblée de Dieu, ne vaut même pas 500 mètres. Mais si vous prenez un taxi ici, au lieu de 200 francs, il va vous prendre 500 francs. Un avis partagé par des automobilistes. L'état de la route là, en tout cas, franchement dit, ça nous fatigue beaucoup. Quand je rentre ici, en tout cas, je tombe en panne. De toute façon, même souvent même là, il y a des côtés même là, c'est tellement profond que quand tu regardes ou même là, tu n'as pas envie de rentrer, mais tu es obligé, parce que pourquoi tu as des marchandises à livrer. Donc on est obligé de rentrer. Souvent même quand on rentre dedans, on s'enfonce. Une situation qui n'est pas favorable au commerce, selon Michel Godou. Quand il pleut, les taxis refusent de rentrer. Les taxis refusent de rentrer, même ils ont une autre tarification. Quand on veut rentrer ici, quand il pleut, on nous dit 500 pour rentrer. Donc c'est vraiment difficile. Et puis quand il pleut, tout le coin est rempli d'eau, donc ça fait qu'on ne peut pas vendre. À quelques mètres de la cour royale vit Anthony Quadio. Lui déplore la récurrence des inondations. Toute la rue est inondée, même dans la cour, à la maison. Ça vient jusqu'à la terrasse. Nous sortons, nous accueillons de l'eau dans la cour, puisqu'il n'y a pas de canalisation. Comme la commune n'est pas loin, nous appelons les autorités compétentes vraiment de se pencher vraiment sur cette situation-là. Face à cette situation qui perturbe considérablement les déplacements urbains, bien plus, ralentit le développement de la région, population et automobilistes ont le regard tourné vers les autorités en charge de l'entretien routier. Le reportage de Yacouba Koulibaly est commenté par Afisiata Karamoko. Un mot de littérature à présent. La culture ivoirienne, dans tous ses aspects, est comptée sous les plumes des écrivains Tigori et Maître Gorebi. L'un vient de publier un recueil de poèmes intitulé « Viens voir chez nous » et l'autre un roman de 165 pages intitulé « Décadence du commerce mondial ». En toile de fond, la promotion de la diversité culturelle de notre pays. Clarisse Kayala, Clément Boko. Regard plongé dans son nouveau livre, Aristide Tigori, jeune écrivain ivoirien, veut offrir à ses lecteurs de beaux mots et des phrases séduisantes. Nous sommes à la dédicace de son œuvre « Viens voir chez nous », un recueil de 22 poèmes. Ce jeune comptable, dans son œuvre de 35 pages, traite en majorité des faits de société. Yves, amoureux de la lecture, se dit emporté par les premiers vers, mais également par le titre de l'œuvre et par les différentes thématiques abordées dans ce recueil de poèmes. Les titres sont un peu provocateurs, entre autres le poème qui dit je regrette d'être né africain ou noir, voilà. Déjà, il nous ouvre ça avec de l'amour, hein, donc c'est pas seulement de la mélancolie, c'est pas seulement des regrets, mais aussi un chant d'amour qui ressort de tout cela. Donc ça montre qu'à travers l'œuvre, il y a aussi de l'espoir qui est véhiculé pour tout un chacun. C'est ce que j'ai aimé. Écrit dans un style particulier, ce calligramme auto-édité a pour objectif d'attirer l'attention des autres peuples sur la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la jeunesse est une jeunesse consciencieuse et que le fait de s'exporter n'est pas l'idée de tous les jeunes et que nous avons des jeunes qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui ont du répondant, qui ont de l'intelligence et qui peuvent apporter beaucoup dans le système éducatif, dans la culture de la Côte d'Ivoire, et puis également qu'on peut travailler avec les autres. Parce que quand on est jeune, cela ne sous-entend pas qu'on manque de compréhension ou de compétences. Si les gens nous ouvrent les portes, alors nous pourrons travailler naturellement avec eux. Comme Tigori, Gorebi Blagoné a procédé à la dédicace de son œuvre « Décadence du commerce mondial », une biographie de feu Irielou Colette, femme d'affaires qui évoluait dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Un modèle et un exemple de solidarité et d'entraide. Si vous voyez que dans le document, Irielou Colette est un modèle parce qu'elle n'a pas été à l'école. Et puis, paradoxalement, ses projets
rejoignent les 4 paramètres fondamentaux de l'économie. Parce qu'elle dit, je travaille pour nourrir le continent. Et qu'elle a bénéficié d'un prêt de la Banque mondiale. Elle dit qu'elle veut construire une usine de transformation de nos matières premières en produits finis. Et de tels modèles, de telles femmes devaient être célébrés. Ce que je retiens, c'est que la mondialisation, l'industrialisation ne devrait pas anéantir les plus faibles, mais plutôt les tirer vers le haut. C'est un peu l'idée que développe cette œuvre par la vie de Erielou Colette, qui est elle-même issue de milieux défavorables, mais sa levier un matin a décidé de tirer vers le haut ses sœurs. Greffier de profession, Gorebi Blagoné a voulu, après sa retraite, apporter sa pierre à l'édifice dans la société avec cette œuvre de 165 pages où il ne manque pas aussi d'aborder la question de l'économie et de la mondialisation. Ces dernières années, de nombreux écrivains africains utilisent leurs plumes pour promouvoir la culture du continent et celle de la société humaine. Les amoureux du tennis dans le centre de la Côte d'Ivoire ne cachent pas leur joie. Plusieurs clubs des villes de Toumoudi, Yamoussoukro et Bouaké sont désormais équipés. L'initiative de la Fondation Cher est de participer à l'éclosion de talents. Le reportage de Moyabi Diabaté est commenté par Jean-Sylvain Rissot. Des raquettes, des chaussures, des cordages et des balles, c'est le don de la Fondation Cher Tennis en faveur des pensionnaires issus des clubs de l'intérieur du pays. Ce sont les tout-petits du collège Camille Aliali qui ont été les premiers bénéficiaires de ces nombreux équipements. Un véritable soulagement pour le coach Laurent Kofi. C'est toujours une grande émotion que de recevoir du matériel didactique et pédagogique en ce qui concerne la formation des jeunes. Je suis heureux. Après Toumoudi, la Fondation Chue a mis le cap sur Yamoussoukro, toujours avec le même objectif, donner du sourire aux enfants du club de tennis du lycée scientifique. Heureux de recevoir ces dons. Content de recevoir ces cadeaux. On va travailler avec ça pour devenir des champions d'aimer. La remise des équipements s'est achevée à Bouaké. Les apprenants de l'Amical Tennis Club ont également bénéficié de ce geste généreux de la Fondation Schuer. On fait des séries de remises de dons comme ça en équipement de tennis. Dans le but de promouvoir le tennis ivoirien, notre prochain objectif, c'est la création d'une vraie infrastructure pour que les jeunes puissent avoir une formation adéquate, comme celle que moi j'ai eue lorsque j'étais jeune. C'est vrai que l'infrastructure n'était pas impeccable, mais on avait en fait le minimum. Au total, plus d'une centaine de jeunes issus des différents clubs sont repartis les bras chargés de cadeaux. Seydou Traoré et ses partenaires entendent faire de cette initiative une tradition. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le Kenya a confirmé ce mercredi l'envoi de troupes pour combattre les rebelles du M23. Durant les 6 prochains mois, ce sont plus d'1 millier de soldats kenyans qui seront déployés dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est tout le contraire en Éthiopie, où le bruit des Kalachnikovs ne se fera pas entendre pendant un moment. Le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré se sont accordés sur une cessation des hostilités dans cette région du nord de l'Éthiopie en conflit depuis 2 ans. Un accord obtenu lors de pourparlers à Pretoria, selon Olusegun Obasanjo, haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. À l'ère de la digitalisation, quels sont les enjeux pour l'industrie musicale africaine? L'avancée galopante de la technologie et des nouveaux modes de paiement a-t-elle un impact sur la musique africaine? Les artistes du continent eux-mêmes bénéficient-ils de toutes ces avancées? Bonsoir Mambi Diomandé, vous êtes un acteur incontournable de la musique sur le continent africain aujourd'hui, jeune ivoirien, qui fait donc la fierté du pays. Quels sont selon vous l'impact de cette digitalisation sur la musique africaine? Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, l'impact de la digitalisation est pour moi palpable dans le sens où la digitalisation permet aujourd'hui aux artistes d'avoir leur contenu exposé au plus grand nombre, puisque la digitalisation permet nécessairement au contenu de ces artistes de voyager du continent africain au continent européen, du continent africain au continent américain, du continent africain au continent asiatique. Très bien. En Afrique subsaharienne, puisque c'est de cette partie du continent qu'il s'agit, les revenus générés par l'industrie musicale ont atteint les 9,6% pour la seule année 2021. C'est un récent rapport de la Fédération internationale de l'industrie phonographique qui le dit. Quelle est la place de la digitalisation dans ce bond que l'on peut juger considérable?
Écoutez, les résultats que l'IFPI ont donnés étayent mon propos précédent dans le sens où la digitalisation permet aujourd'hui aux artistes d'avoir leur contenu exposé sur toute la planète, d'où ce bond de 9,6% que l'IFPI donne. Donc c'est dire ici toute la place que la digitalisation a quant à l'expansion de la musique et quant à l'accomplissement, si je peux l'appeler comme ça, des artistes africains et en particulier des artistes africains du subsaharien. C'est cela. Voilà. Donc de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Simple. Comment les artistes eux-mêmes perçoivent cette avancée? Je pense que c'est un signal qui est positif pour les artistes, dans le sens où aujourd'hui, leur musique qui ne dépassait pas leurs frontières a la possibilité de dépasser leurs frontières. D'accord. Et que par derrière, ça leur ouvre des possibilités de spectacle, des possibilités d'association d'images à des marques qui ne sont pas forcément sur leur territoire et d'accroissement ou de croissance, j'ai envie de dire, de leur notoriété. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne avancée et c'est un signal qui doit être reçu positivement pour les artistes de l'Afrique subsaharienne. Vous dites donc que les artistes de l'Afrique subsaharienne gagnent aujourd'hui, grâce à la digitalisation, beaucoup d'argent? Ils devraient. Ils devraient, même s'il y a encore des problèmes de sensibilisation, de structuration et de renforcement de capacité, ils devraient. Très bien. 65% des quelques 400 millions de consommateurs de la musique sur le continent africain sont jeunes. Est-ce qu'avec la digitalisation, il y a des opportunités d'emploi pour ces jeunes-là, quand on sait le nombre très élevé du taux de chômage sur le continent? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la musique est déjà un vivier de l'emploi, parce que sur des événements, sur des concerts qu'on réalise pour des artistes, il y a des emplois ponctuels qui se créent. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir faire passer ces emplois ponctuels à des emplois de longue durée, de pouvoir aussi rendre formel ce secteur qui est très informel. Donc voilà les enjeux qui vont permettre à l'industrie musicale d'être structurée et qui de facto permettra aussi de générer énormément d'emplois. Très bien, peut-être que c'est l'arrivée sur le continent, parce qu'on l'a constaté ces dernières années, de majors, de grosses boîtes de production. C'est vrai qu'on ne va pas en nommer pour ne pas faire de publicité, qui va justement créer ces emplois-là, ou bien ça augure quelque chose d'autre, cette arrivée vers le continent africain? Cette arrivée est totalement positive. Elle est positive dans le sens où l'arrivée de ces majors-là permettent une structuration de ces industries. Une structuration de ces industries donc permettent à des sociétés qui existaient que dans l'informel de se constituer en sociétés formelles pour pouvoir bénéficier du dispositif que ces majors mettent à la disposition des industries musicales. Très bien. Aujourd'hui, il y a de nouveaux modes de paiement. On arrive aujourd'hui à travers le mobile money, par exemple, totalement, à s'offrir de la musique et de la musique de qualité partout où l'on se trouve. Quel est son impact aujourd'hui dans la poche des artistes, je veux dire? Moi, j'ai envie de dire, pour préciser, pour nuancer votre propos, que le mobile money et tous les autres moyens de paiement ne permettent pas seulement d'écouter de la musique, ils permettent de regarder des concerts en pay-per-view. Donc, c'est un autre moyen de rémunération pour les artistes. Ils permettent également d'avoir accès à des plateformes, même si on ne doit pas citer, mais des plateformes comme TikTok ou comme Thriller, qui sont des plateformes qui rémunèrent les artistes. Donc, aujourd'hui, le problème de revenus des artistes n'est pas un problème qui dépend du nombre de plateformes sur lesquelles les artistes sont exposés, mais c'est un problème de renforcement de capacité dans le sens où les artistes doivent connaître les contrats qu'ils signent avec les majors ou avec des sociétés de production indépendantes pour pouvoir bénéficier à travers les droits qu'ils ont et les pourcentages sur ces droits d'avoir des revenus qui sont suffisants. C'est ce que j'allais dire justement. Est-ce que la communication accompagne? C'est vrai que c'est bien beau, il y a un vaste champ d'opportunités en tout cas pour les artistes, mais est-ce qu'ils le savent? Aujourd'hui, c'est le rôle des acteurs comme nous de pouvoir sensibiliser les artistes et de pouvoir, j'insiste sur ce mot, faire du renforcement de capacité des artistes. Parce que c'est un milieu où il faut de la formation et il faut de la sensibilisation. Je n'appellerais même pas ça de la communication, mais de la sensibilisation auprès des artistes. Très bien. Alors, aujourd'hui également, est-ce que vous entendez l'appel de ceux qui pensent que l'industrie musicale africaine doit beaucoup plus se structurer et se professionnaliser? Je pense notamment à votre collaborateur Pete Bacardi, le rappeur, qui estime que nous avons un système local, régional et international qui a besoin de comprendre les modes de fonctionnement de cette industrie musicale africaine émergente. Je pense que dans l'accompagnement même de tous les événements aujourd'hui qui se produisent par les autorités ivoiriennes et par le programme notamment qui a été mis en place par le Premier ministre, à savoir Pépite, qui est un programme dans lequel le secteur culturel et créatif est en ligne de mire, je pense que ça prouve
qu'il y a effectivement une prise de conscience et je suis totalement d'accord quand on parle de structuration de cette industrie musicale. Merci beaucoup, Mambi Diomandé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous pour votre fidélité à nos programmes. Vous l'avez constaté, nous sommes de retour pour continuer avec vous cette belle aventure. À demain, peut-être. Bonsoir.